connaît depuis ce week-end l'affiche des demi-finales de la Coupe du Monde. Nous sommes justement à l'étape du précaré. Désormais, la France va affronter l'Espagne, de vieux amis et de vieux ennemis aussi, en matière de football, pour se mesurer. Et puis l'Argentine qui va essayer, ah oui, d'autres vieux amis aussi sur la scène mondiale, essayer de conserver son parcours presque parfait jusque-là face à l'Angleterre qui aussi a réussi à s'introduire à se hisser jusqu'à ce niveau-là de la compétition. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour. J'avais annoncé une chroniqueuse sur ce plateau. C'est un homme qui se présente Ouais. pour Changement discuter. des dernières minutes. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon arrivé, monsieur. Merci, monsieur Tanguy. Bonjour. Allez, ce matin donc, on va parler de la Coupe du Monde qui tend tout doucement vers son épilogue. Dimanche, on aura connu déjà, je dois dire, les finalistes et peut-être, pourquoi pas, lundi matin, celui qui aura remporté la Coupe. Oui, évidemment, déjà lundi par ici, on connaîtra l'équipe qui aura déjà soulevé le joyau en or dans le ciel de New York le 19 juin prochain, mais on n'en est pas encore là. On en est justement à l'étape de ces pays qui sont hissés à l'étape donc du dernier carré de la course, à la succession de l'Argentine qui devient de plus en plus serrée et surtout très intense. Ils sont désormais 4 pays encore en lice sur les 48 au départ et qui justement courent toujours derrière le joyau en or de cette 23e édition de la Coupe du Monde, et ces 4 s'apprêtent à disputer les 2 billets de la finale, sinon de l'ultime rencontre qui va se consacrer le vainqueur de cette édition 2026. L'Argentine, championne en titre, est toujours encore dans la course, il faut le dire. L'Albi Céleste sort la Suisse en quart de finale et se rapproche davantage d'un certain ou peut-être d'un historique back-to-back. La France, championne, vice-championne en titre et l'une des grandes favorites, reste aussi dans la course, tout comme l'Espagne, tombeuse de la Belgique, équipe championne d'Europe bien entendu, et l'Angleterre boucle le tableau du dernier carré. Bien entendu, les freelances de l'Angleterre qui, depuis 1966, courent toujours derrière un nouveau sacre dans la compétition et qui, pour l'édition 2026, se retrouve cette fois-ci en demi-finale, qui va jouer l'équipe championne en titre. On verra bien justement à tout ce que ces deux affiches nous réservent dans quelques heures. Précisément déjà demain mardi, on va assister à la toute première demi-finale. S'en suivra à mercredi la deuxième affiche des demi-finales. Celui qui nous accompagne ce matin pour justement décortiquer ces différents matchs qui ont lieu le week-end et justement ces affiches des demi-finales, Serge Renaud, journaliste sportif à Radio Planète. Serge, bonjour. Bonjour Candide, bonjour à tous nos téléspectateurs. Allez, on va parler de tout ceci derrière donc cette transition. On va commencer tout de suite par la qualification en demi-finale de l'équipe championne en titre. Il s'agit de l'équipe de l'Argentine. C'était d'ailleurs la dernière rencontre de l'étape des quarts de finale qui a vu l'équipe championne en titre se ici en demi-finale devant son homologue de la Suisse qui atteignait cette nouvelle étape de la compétition depuis plusieurs décennies déjà. Lionel Scaloni et sa bande se sont imposés 3-1 à l'équipe de la Suisse et s'en sortent avec une qualification en demi-finale de cette 23e Coupe du Monde et se rapproche d'un probable back-to-back si l'équipe de l'Argentine passait en finale, bien entendu, de cette édition 2026 de la grande messe du football mondial. L'Argentine qui s'est imposée par 3-1 à l'équipe de la Suisse, Serge Renaud, pour se hisser justement en demi-finale. Bon, il faut dire que l'Argentine sort miraculeusement une nouvelle fois face à une équipe vaillante des Suisses. Il faut dire que le but égalisateur des Suisses va relancer les débats. Va relancer les débats, mais comme d'habitude, l'Argentine est encore chanceuse sur ce match. Et il a fallu un carton rouge à Molo pour que l'Argentine ne retrouve encore ses esprits, parce que le milieu est vraiment fébrile. Il faut aussi dire que les attaquants argentins n'ont pas véritablement répondu comme on les attendait face à une équipe vaillante des Suisses, un peu comme l'équipe de Cap-Vert. Donc, il faut dire que l'Argentine de jour en jour
montre encore beaucoup de rancune, beaucoup de faiblesse en milieu de terrain. Il faut dire que quand l'équipe adverse fait sortir le grand jeu, on ne retrouve plus les grands attaquants. Même Lionel Messi était également absent malgré toutes ces tentatives. Lui-même, il était absent face à l'équipe suisse. N'eût été ce carton rouge là, sinon l'Argentine serait déjà retrouvée à la maison. Mais les grandes équipes ont toujours cette chance-là de sortir leurs épingles du jeu. Je crois que c'est le cas cette fois-ci encore pour l'Argentine. Je crois que pour le match prochain, ça c'est un peu difficile. En tout cas, on va parler du match prochain dans quelques minutes. Tanguy, l'Argentine, équipe championne en titre qui fait son petit bonhomme de chemin. L'Argentine est en demi-finale de l'édition 2026. Oui, je ne sais pas s'il faut... Les supporters argentins ne vont pas beaucoup m'aimer ce matin, ni les fans de Lionel Messi. Ouais. Moi, je dirais presque miraculeusement, quand on voit un peu comment est-ce que cette équipe argentine a évolué. D'ailleurs, il me semble qu'elle doit être l'une des rares équipes, en tout cas des 4 qui restent, à avoir eu sa qualification, notamment en 8e, en quart et en demi-finale, au bout de prolongation, et parfois même après avoir été menés pendant longtemps. Souvenez-vous que face à l'Égypte, ils ont dû galérer pendant 70 minutes à courir derrière un score de 2-0, 2 buts qu'ils devraient remonter. J'avoue que c'est un miracle que de revenir comme ça, bon, le Sénégal me dira le contraire peut-être, que de revenir après 2 buts de retard au-delà des 70 minutes de jeu. Et donc pour moi, que l'Argentine se retrouve à cette étape-là, c'est vraiment un miracle. J'avais commencé à le dire dès que la compétition a commencé, que ce n'était pas l'Argentine la meilleure que j'ai retrouvée, que j'ai jamais vue de ma petite et modeste vie. Et ça se donne, enfin ça se voit dans le résultat, parce que quand vous avez des équipes qui sont mieux organisées, comme le Cap-Vert par exemple, ça donne du fil à retordre à cette équipe. Ça compte beaucoup sur Messi, ça l'espère, ça attend beaucoup de lui, alors qu'une équipe doit se construire justement autour d'une solidité collective pour pouvoir être la plus solidaire. Mais ce n'est pas seulement l'Argentine, il y a beaucoup d'autres équipes qui sont très faibles, en tout cas qui n'ont pas fait leur meilleur niveau de jeu et qui sont en demi-finale actuellement. Oui, en demi-finale actuellement, on va parler, mais on va s'intéresser à l'adversaire de l'équipe de l'Argentine qui, bien entendu, sera en demi-finale. Bien entendu, il s'agit de l'Angleterre qui s'est imposée à l'équipe de la Norvège. La Norvège qui, dans un match où elle a tenté de créer la surprise, l'équipe marque en premier, se fait justement rattraper au score, marque ensuite, mais le but est bien entendu refusé, mais finalement l'Angleterre va marquer le sien qui ne sera pas refusé, et c'est ce but qui va permettre justement au Freelance de s'introduire en demi-finale, et qui a bien entendu porté ce coup de chapeau. C'est bien entendu le milieu de terrain Jude Bellingham du Real Madrid qui envoie les siens en demi-finale. Tanguy, l'Angleterre est en demi-finale de cette nouvelle édition de la Coupe du Monde. Depuis 1966, ils ont toujours galéré sur la scène. Oui, absolument. Et d'ailleurs, certains sont arrivés justement à dire que c'est une équipe qui, mettons, depuis cette main de Dieu, n'a plus jamais retrouvé les saveurs du paradis footballistique sur la scène mondiale. Moi, je suis très heureux pour le milieu offensif Jude, qui en club a beaucoup de difficultés justement à se présenter comme élément décisif comme ça, je dois dire, de son équipe, mais qui en Coupe du Monde a pu quand même réaliser cette énorme chose. Je crois que ça doit être son 3e doublé au cours de la compétition, qui, mettons le hisse, je dois dire, parmi ceux qui sont les meilleurs buteurs de cette compétition-là. Oui. Bon, maintenant, est-ce que l'Angleterre a des ressources pour aller chercher le titre? Pourquoi pas? Parce que quand on voit les autres équipes se présenter, j'avais commencé à annoncer d'autres équipes qui n'avaient pas le niveau qu'on leur connaissait, qui sont à cette étape. Ouais. L'Espagne, par exemple, dont on connaît un peu la qualité et tout, l'histoire, et qui jusque-là n'a pas encore su convaincre, en tout cas, de sa capacité à aller chercher ce sacre-là. Vous avez vu comment ils ont galéré aussi en quart de finale pour pouvoir se défaire de cette Belgique qui a souffert face aux Sénégalais. Ouais. Donc c'est une vraie, je dois dire, bagarre qui doit s'opérer, en tout cas pour que cette équipe anglaise puisse aller jusqu'au bout. Allez, Serge, Norvège éliminée, l'Angleterre qualifiée, l'Angleterre qui aurait peut-être pu se faire éliminer si ce but de la Norvège qui a été refusé, l'un des tournants d'ailleurs de ce match, n'avait pas été refusé, peut-être on aurait assisté à un autre scénario. Surpris de voir l'Angleterre en demi-finale? Bon, moi je ne suis pas surpris. Je me suis même posé la question de savoir comment
ces joueurs du Real de Madrid se sont comportés au cours de la saison pour avoir une saison blanche, alors qu'en équipe nationale, ils brillent vraiment quand on voit même le parcours des autres joueurs qui ont été éliminés. Pour moi, même le but anglais devait être... il y a qui a fait beaucoup de polémiques parce qu'il a dit que le ballon a touché un câble en haut, mais la FIFA a fait sortir une note pour dire que le ballon, il n'y avait même pas un signal technologique pour signaler que le ballon avait touché. Donc pour moi, je sais que l'Angleterre a toujours des solutions, l'Angleterre a toujours beaucoup de solutions pour sortir de nulle part, pour revenir au score. Dans cette équipe, ils peuvent compter sur tous les joueurs. Jude Bellingham, personne ne le voyait venir pour ce mondial. Ils étaient tous concentrés sur les attaquants. Voilà, maintenant aujourd'hui, je me demande si Jude se convertit déjà en attaquant. Parce que de nulle part, le but peut venir de nulle part. Quand Saka a le ballon, Saka peut faire mal. Saka peut prendre tout son temps pour garder le ballon, pour positionner Harry Kane, pour positionner tous les autres joueurs. Donc pour moi, je ne suis pas surpris de voir l'Angleterre à ce niveau depuis le début de la compétition. Je serais surpris si c'était la Norvège qui se qualifiait. Je crois que quand Haaland a été muselé cette fois-ci, il n'a pas trouvé de solution pour scorer comme cela se doit. Je crois que l'Angleterre, depuis le début de la compétition, est à sa place. Et ce n'est pas comme deux équipes où il faut compter sur un seul joueur, il faut avoir les espoirs sur un seul joueur. Tout le monde peut marquer à tout moment. Le danger peut venir à tout moment de n'importe quel joueur. Il ne faut pas laisser un seul joueur. Je crois que désormais, Jude sera maîtrisé, sera surveillé de près. Mais quand vous surveillez Jude et vous laissez Harry Kane, c'est que vous êtes encore en danger. Et le joueur aussi qui peut rentrer, qui peut faire mal, c'est James. Et Saka, lui, son rôle, c'est de maîtriser le ballon et de positionner les autres joueurs. Donc, je crois que l'Angleterre a sa place pour ce mondial. Allez, Angleterre-Argentine, ça sera bien entendu l'affiche des demi-finales. Bon, quand on voit le milieu de terrain argentin et quand on voit le parcours tout au long de la compétition et quand on voit les équipes que l'Argentine a affrontées avant d'être là et quand on voit le parcours commando de l'équipe anglaise jusque-là, je crois que l'Argentine doit se méfier de Jude Bellingham et ses coéquipiers parce que ça ne sera pas le même match, ça ne sera pas le même rythme parce que les autres, ils ont le matin d'acier pour être là, ils ont fait un parcours exceptionnel pour être là, ils ont affronté certaines équipes avec plusieurs stratégies de jeu pour être là. Donc je crois que l'Argentine doit beaucoup faire attention à l'attaque anglaise. Et pour moi, l'Argentine doit faire sortir le grand jeu cette fois-ci pour éliminer l'Angleterre. Mais je sais que l'Argentine peut avoir les ressources nécessaires parce que l'attaque, la défense anglaise, quand tout le monde court pour laisser la défense pour aller chercher le but, même quand l'Angleterre prend un but, je crois que autant ils cherchent à aller égaliser, ils laissent la défense vide. Donc, je crois que Lionel Messi peut profiter de ça. Et surtout de sa créativité pour quand même porter son équipe. Tanguy, l'affiche des demi-finales qui sera bien, en tout cas les deux affiches des demi-finales seront de grosses attentions, mais Argentine, l'équipe championne sera face à l'équipe de l'Angleterre. Le miracle va-t-il encore s'opérer pour l'Argentine ou c'est le moment pour Thomas Tuchel et ses hommes? Le miracle peut-être, qui sait, si Dieu a pu fournir la main à un des ancêtres de cette équipe, oui. Pourquoi pas maintenant l'assister. Sauf que si Dieu le répétait, on croirait qu'il est argentin et contre les Anglais. Non, plus sérieusement, oui, c'est possible parce que vous savez, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est quand même que cette équipe argentine a quand même une certaine résilience, une certaine résistance face justement à l'agressivité. Il ne faut pas oublier justement la ligne défensive qui quand même est très expérimentée. Soit dit en passant, pour dire que oui, même si au milieu ils sont dominés, même si en attaque ce n'est pas toujours réaliste comme on s'y attend, même si ce n'est pas très intelligent entre les deux secteurs-là, il y a quand même une arrière-base qui est mettons solide et qui permet à ce que l'Argentine parfois reste dans le jeu pour pouvoir s'en sortir. Regardez par exemple comment ils ont pu quand même se qualifier face justement aux Suisses, parce qu'ils avaient déjà quand même cru avoir fait le nécessaire en marquant le premier but très tôt dans la rencontre. Bon, maintenant, est-ce que ça va pouvoir vraiment résister, cette solidité défensive va pouvoir résister, je dois dire,
à l'attaque insistante parfois des Anglais. Là, il faut vraiment y réfléchir parce que c'est quand même, si je ne me trompe pas, l'Angleterre montre, je dois dire, des éléments, des attaquants un peu plus connus sur la scène mondiale internationale du football. Et ça doit être certainement la deuxième ou troisième équipe en tout cas qui a des grosses stars qui sont véritablement des grands attaquants. Quand on prend par exemple la France qui est venue quand même avec toute une armée d'attaquants. Quand on prend par exemple aussi, je dois dire, l'Angleterre avec justement toutes ces stars qu'on connaît, on peut dire que véritablement ils ont des atouts pour insister sur cette défense argentine qui pourrait craquer à un moment donné. Oui, et ça sera mercredi pour cette affiche entre l'Argentine et l'équipe de l'Angleterre. Ça sera la seconde demi-finale à suivre. Et la première, elle va opposer l'Espagne à l'équipe de la France. Des retrouvailles entre de vieux copains, des retrouvailles surtout des comptes à régler entre ces deux nations. Mais on va décortiquer les différentes confrontations d'abord. La dernière, bien entendu, c'est l'équipe de l'Espagne qui s'est imposée à l'équipe de la Belgique. La Belgique qui a joué les poils à gratter, mais finalement après la porte de la sortie. Oui, il fallait s'y attendre parce que le démarrage et l'entrée en compétition de la Belgique a été très poussive. Et d'ailleurs, même, c'est pas l'équipe qui a le plus impressionné pendant cette compétition. Il y a que justement, on est bien surpris, en tout cas moi, de voir cette Belgique aller jusqu'au quart de finale, alors que la prestation, elle était, mettons, en dents de scie pendant les rencontres qui ont précédé. Et donc, oui, il ne faudrait pas être, en tout cas, déçu. Elle aura fait son mondial, cette équipe de la Belgique, et aura fourni, en tout cas, les forces qui étaient à sa disposition, parce que généralement, elle a toujours été menée, et il faut soit compter sur un certain Lukaku pour relancer les espoirs, que ce soit face, par exemple, à l'Égypte, vous vous rappelez, lors des matchs de poule par exemple, que ce soit face au Sénégal pour relancer les hostilités, c'était encore lui. Donc on a cette équipe qui n'a compté que sur parfois l'explosivité, la solidité physique de Lukaku pour parfois renverser les matchs et dans les ultimes instants. Et donc quand on est comme ça, c'est pas forcément en tout cas la meilleure façon d'aller jusqu'à la finale. Oui, Serge, l'Espagne qui une nouvelle fois profité de l'un de ses coachings gagnants, l'un des coachings gagnants de la Fuente qui fait entrer Mikel Merino en toute fin de partie, lui qui n'a eu besoin que de plus de 100 minutes de jeu pour justement inscrire ce but qui délivre toute une nation, toute la Roja espagnole. Il faut souvent avoir peur de ces joueurs-là qui sont au banc, sur qui le coach compte souvent. Parce que quand ils sont au banc, ils observent l'équipe qui joue, l'adversaire, ils observent les points faibles qu'ils peuvent exploiter à tout moment. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Et aussi, il faut aussi dire que la sortie de Courtois sur blessure a profité également à cette équipe-là parce que il n'était pas vraiment blessé. Je crois qu'il pouvait faire mieux. Le gardien pouvait faire mieux. Notamment sur le deuxième but. Voilà, le gardien pouvait faire mieux. Et je crois que c'est un coaching gagnant. C'est quand le joueur que vous faites entrer vous délivre qu'on parle de coaching gagnant. Ici, il passe à côté de son match. Comme comme Andrique l'a fait la dernière fois, le face à face fait rater. Donc je crois que l'Espagne a tous les atouts pour aller loin dans la compétition. Même si le joueur, le star, Yamal n'a pas encore scoré pour cette fois-ci. Je crois qu'il tient bien le milieu, il fait mal à la défense adverse. Donc je crois que l'Espagne va loin dans la compétition. Son milieu de terrain aussi qui compte également. Il faut aussi retenir que l'Espagne monopolise le ballon au milieu. Ils ont un très bon milieu de terrain. Mais je crois que face à la France, ce milieu de terrain peut craquer à tout moment compte tenu de la vitesse d'Olysée, de Dembélé, de Mbappé. Donc ce milieu peut craquer à tout moment. Donc je crois que l'Espagne est à sa place. L'Espagne qui est à sa place en demi-finale notamment et qui ça sera face à l'équipe de la France. Tanguy, des retrouvailles entre de vieux copains, des retrouvailles surtout à de plus haut niveau comme ça dans la compétition de renommée internationale. La France et l'Espagne se retrouvent en demi-finale du mondial de 2026. J'ai dit que c'est de vieux amis, j'ai dit que c'est de vieux ennemis aussi. Ils ont l'habitude de se rencontrer. Vous vous souvenez de cette demi-finale de l'Euro où les hostilités avaient déjà été lancées mettons à la veille, notamment lors de la conférence de presse où
quelques chahutaient un certain Yamal qui n'avait pas encore ses 17 ans totalement remplis et qu'il disait qu'il fallait un peu plus que ce qu'il faisait pour pouvoir jouer en bonne et due forme et réussir une demi-finale. Je crois qu'il en a eu à ses dépens. Et donc, oui, c'est des équipes qui se connaissent. Au-delà, peut-être, je dois dire, de la compétition sur le continent ou dans le monde, c'est des joueurs aussi qui se connaissent un peu dans le championnat espagnol où ils s'affrontent régulièrement. Vous avez d'un côté l'équipe espagnole qui est composée pour une large mesure de joueurs venant du Barça, et puis il y a quelques 2 ou 3 éléments qui sont au niveau donc, de l'équipe de France et qui sont aussi du Real, et 2 équipes rivales, je dois dire, sur la scène nationale espagnole. C'est donc des gens qui se connaissent très bien et qui savent de quoi chacun est capable. Sauf que cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il y a une France qui est un peu plus, je dois dire, armée, équipée, mieux nantie pour pouvoir aborder cette demi-finale-là que l'Espagne qu'on a vu lors de l'Euro passé et qui a pu quand même faire la peau à cette équipe de France. C'était quand même une rencontre folle. Hein. Je crois que ça s'est terminé par un score de 5-3 ou 5-4 voilà, dans le temps, si mes souvenirs sont bons. Cette fois-ci, on a quand même une équipe espagnole qui titube, qui bégaye, qui balbutie un peu son football et sa cohérence en attaque. Et jusque-là, on n'a pas cette explosivité, cette efficacité de la mine pour servir de bonnes balles qui permettaient d'inscrire des buts. J'espère qu'il va retrouver la pleine de ses formes lors de cette rencontre-là et nous offrir le meilleur spectacle qu'on lui connaît. En tout cas, rendez-vous demain mardi pour suivre cette affiche, cette toute première demi-finale. Serge, quel scénario entrevoyez-vous pour cette affiche de demi-finale? Bon, je crois que si l'Espagne impose son rythme, l'Espagne va contrôler le match, mais si l'Espagne claque face à l'attaque française, c'est que l'Espagne peut rapidement perdre le match. Et je crois que là, on va assister à une bataille du milieu de terrain. On verra ce que Pedri va encore nous proposer. Et puis l'Espagne peut compter sur Pedri, Yamal, Nico Williams pour faire la différence. Mais comme je l'ai dit, quand on voit l'effectif de cette équipe française, c'est toute une armée. Ce n'est rien que les meilleurs qui ont été sélectionnés, qui font de très bons matchs. Il dit que quand il est encore au banc, quand il n'a pas encore joué une seule minute. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a c'était Cherki, je crois, qui galère aussi à essuyer les bancs. Donc le danger peut venir du banc également si Didier Deschamps constate que le match, les joueurs ne répondent pas comme cela se doit. Il peut opérer 2 ou 3 changements et puis le match peut basculer à tout moment. Et comme je l'ai dit, il faut vraiment avoir peur de Olysée, de Dembélé, de Mbappé qui peut faire la différence à tout moment. Il ne faut pas laisser les espaces à ces 3 joueurs-là. Sinon, si Olysée conserve le ballon et voit le positionnement de Mbappé, ça peut aller très vite, ça peut punir rapidement l'Espagne. Donc je crois que l'Espagne, on connaît leur rythme de jeu, c'est de conserver le ballon et de faire les relances. Mais l'Espagne peut faire la différence sur les contre-attaques. Parce que dès que la défense française souffre, je crois que ça bégaye beaucoup et l'Espagne peut vite profiter de cette faiblesse-là pour remporter le match. Mais je crois que ça ne serait pas une bataille facile pour l'Espagne. Allez, Argentine, France, Espagne, Angleterre, ce sont les 4 pays qualifiés pour cette étape des demi-finales. Et les rencontres, on aura France, Espagne et Argentine, Angleterre. Messieurs, un dernier tour de table sur ces 4 pays qualifiés pour l'étape des demi-finales. Quelle affiche finale voyez-vous? Vous me demandez quelles sont les préférences apparemment. Moi, quand on voit un truc comme Argentine-Angleterre, c'est possible que l'Angleterre passe. Ça pourrait être possiblement une finale France-Angleterre, possiblement. France-Angleterre. Oui. Je rejoins également Tanguy. France-Angleterre en finale. Et puis pour la petite finale, les matchs de classement, je crois que l'Espagne peut battre l'Argentine. C'est pas que je suis contre l'Argentine quand même. Ben ça, on a tous les... Vous êtes justement contre l'Argentine, mais si on va s'intéresser à cette actualité toujours relative à la Coupe du Monde, mais cette équipe n'est plus dans la compétition. Le Sénégal, qui était finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, a montré la porte de la sortie à son sélectionneur Pape Thiaw, et bien entendu c'est à travers un communiqué officiel que la Fédération sénégalaise de football informe l'opinion publique qu'à l'issue de la réunion du comité exécutif tenue samedi,
lundi, il a été décidé d'engager une procédure de cessation de fonction du sélectionneur national, M. Paptio, ainsi que l'ensemble de son staff technique. Cette décision intervient à la suite de l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal en 16e de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, après donc une évaluation approfondie des résultats sportifs et des perspectives de la sélection nationale. Le comité exécutif a estimé, il faut le souligner, nécessaire d'engager cette procédure dans l'intérêt supérieur du football sénégalais. Tant qu'on a vu un Sénégal qui n'avait pas eu d'état d'âme avec Aliou Cissé, Paptio a bien entendu éliminé cette fois-ci en 16e de finale, bien entendu à remercier. Oui, bon, je ne sais pas si il faut comparer les deux cas, parce que c'est quand même deux cas difficiles à comparer. Il ne faut pas oublier, hein. Bon, les deux entraîneurs ont réussi, bon, même si on n'a pas encore l'issue de la dernière finale du Maroc, Oui. les deux entraîneurs ont réussi chacun à aider l'équipe à gagner un sacre continental, ce qui est important. Les deux entraîneurs aussi ont aidé justement l'équipe nationale à aller à la compétition mondiale, ce qui est aussi intéressant. Et quand on voit un peu le parcours de Thiaw, j'ai l'impression qu'il a un cran au-dessus, il est un cran au-dessus de ce que l'autre a réalisé, parce que justement l'enchaînement des victoires qu'il a pu faire, je crois qu'il doit avoir livré à peu près 28-29 matchs au total avec la sélection, et il aura remporté, s'il vous plaît, 20 victoires, 20 matchs. Ce n'est pas rien quand on sait que c'est quand même une équipe sénégalaise qui a une diversité de talents, une diversité de styles, et parfois aussi des personnalités qui peuvent être de handicap pour la cohésion du groupe. N'oubliez surtout pas cet tiraillement qu'il y a autour de quoi Gana Gueye, le capitaine en titre actuellement, le défenseur Koulibaly, ou bien Sadio Mané, même si quand il est tranquille, on a l'impression qu'il ne pense à rien du tout, alors que ça boue autour de lui et en son intérieur. Donc, il y a aussi, je dois dire, ces éléments dont il faut tenir compte pour saluer quand même le travail de Pape Diop qui a été fait. Maintenant, quand vous voyez ce qui a été réalisé en Coupe du Monde, c'est vraiment, je dois dire, décevant que ce Sénégal qu'on a connu flambant et très intéressant sur la scène continentale puisse aller réaliser, je dois dire, ce parcours, je n'ai pas dit minable, mais difficile à supporter, à tolérer pour une équipe de cette grande expérience, et aussi une équipe qui a autant de stars, de compétences, je dois dire, de personnes ayant une certaine expérience du football à l'international. Bon, c'est son destin, hein. Je crois qu'il devrait assumer, parce que le poste de sélectionneur, ce n'est pas non plus un patrimoine paternel qu'il faut garder toute sa vie. Et il faut le laisser justement ce poste à un moment donné de la vie, notamment, il faut le rappeler, avant donc cette 23e Coupe du Monde, l'objectif assigné au staff technique et à tous les joueurs, c'était tout au moins d'atteindre une nouvelle fois les huitièmes de finale, un peu comme c'était le cas en 2022 au Qatar, comme le Sénégal l'avait réalisé, ou aller au-delà de cette étape, sauf qu'il y avait un détail qui était bien entendu laissé sur le carreau. Il y avait l'étape des 16e de finale qui était introduit pour cette nouvelle édition à 48 nations sèches. L'objectif au départ, c'était tout au moins les huitièmes de finale. Ça n'a pas été atteint. Ça a sonné le déclic, ou plutôt les événements qui se sont enchaînés, notamment cette finale de la CAN 2025 qui s'était terminée en queue de poisson, et aussi les sorties de quelques joueurs, notamment de ce joueur qui a dit « Je ne reviendrai plus en sélection tant que le sélectionneur actuel est en place ». Tous ces éléments ont-ils concouru au départ de Pape? Bon, il faut dire que quand vous êtes un sélectionneur et qu'il y a trop de polémiques, il y a des malentendus dans votre staff, quand les joueurs ne se comprennent pas, quand il n'y a pas une cohésion, quand il n'y a pas cette ambiance qu'il faut entre joueurs et staff technique, ça finit toujours ainsi. Et que c'est pas seulement le Sénégal, on verra même le même scénario avec la Côte d'Ivoire tout à l'heure, parce que ça devient de trop les polémiques. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup Mais de sauf qu'on est habitué, hein, au cas ivoirien, ça parle beaucoup, ça écrit beaucoup, voilà, sur les réseaux sociaux. Donc je voyais venir l'aspect là, quand même au niveau du comité exécutif, tout le monde n'est pas d'accord pour les joueurs sélectionnés, tout le monde n'est pas d'accord pour votre 11 entrant, et ça parle beaucoup, ça vous revient
de répondre sur le terrain avec les victoires, comme le fait souvent Didier Deschamps. Didier Deschamps a été toujours critiqué. Donc, il répond toujours sur le terrain. Donc, ça vous revient également en tant que coach de répondre sur le terrain. Maintenant, quand vous donnez raison à vous-même et que vous voyez que vous faites la meilleure sélection, vous avez le meilleur 11 entrants et que ça ne marche pas à la fin, je crois que ça finit toujours ainsi que il n'a pas fait long feu sur le banc sénégalais. Je crois que lui qui était entraîneur de l'équipe locale avant de voilà, je crois qu'il va apprendre de ses erreurs et que les polémiques font partie du sport également. Et surtout de la carrière d'un sportif de haut niveau. Allez, voilà donc pour le sélectionneur Papio. Lui qui avait fait aussi un peu de bagarre dans les coulisses avant que sa situation au sein de la Fédération sénégalaise de football ne soit véritablement régularisée. Lui qui disait qu'il n'avait pas un contrat en bonne et due forme avec la sélection, ce qui a été fait au cours de la campagne. Voilà des déclarations qu'il faut inviter quand vous êtes à la tête d'une équipe des déclarations publiques ainsi. Ça croit que ça ne donne pas une bonne image au pays et ça finit toujours ainsi. C'est un peu comme si c'est un contrat, tu veux, on te fait signer le contrat a été signé, mais le résultat n'est pas là. Donc tu n'es pas. Tu réclames le contrat, il est enfin là, mais le résultat ne suit pas. Voilà donc le sélectionneur Papio qui va donc prendre la porte de la sortie ainsi que tout son staff technique, le président d'ailleurs de la Fédération sénégalaise de football qui va tenir une conférence de presse dans les toutes prochaines heures pour expliquer de mieux en mieux les motivations de cette décision de se séparer du sélectionneur actuel de la sélection. Allez, messieurs, on va rappeler les affiches des demi-finales de cette édition de la Coupe du Monde. France-Espagne demain mardi pour cette rencontre et puis Angleterre-Argentine pour la seconde affiche des demi-finales et mercredi soir, bien entendu, on connaîtra les différentes, sinon les deux qualifiés pour la finale de cette édition de la Coupe du Monde pour la course, sinon la dernière ligne droite vers le sacre, le joyau en or qui sera soulevé dans le ciel de New York le 19 juillet prochain. Allez, je vais bien entendu laisser la main avant qu'on se retrouve pas ici demain, mais avant de partir, retenez que les Amazones U17 du Bénin ne seront finalement pas au Mondial U17 au Maroc pour le compte de cette édition 2026. Après donc, ça va passer avec brio le premier et le deuxième tour. Les filles de Ida Azansou ont finalement échoué et une nouvelle fois, s'il vous plaît, aux portes du Mondial. La dernière fois, c'était contre la Zambie, l'une des meilleures nations de football féminin au plan continental, mais cette fois-ci, c'est contre un autre cadre, le Nigeria, les Flamingos, qui ont montré la porte de la sortie aux Amazones U17 du Bénin. Après donc, ça va perdu 2-3 au Nigeria. En termes nigériens, les Amazones se sont inclinés pour la manche retour sur l'installation du stade de Kege à Lomé Otoko sur un score de 3-5 et s'inclinent sur l'ensemble de la double confrontation sur un score cumulé de 5-8 devant l'équipe des Flamingos du Nigeria qui, elle, a bien entendu, est qualifiée pour la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. L'apprentissage va donc continuer, mais il faut retenir justement de cette nouvelle expérience, justement ce qui n'a pas marché, ce qui a marché pour revenir de plus en plus forte sur la scène, bien entendu, pourquoi pas lors des prochaines échéances. C'est une nouvelle élimination, une nouvelle expérience à capitaliser surtout pour cette sélection féminine des moins de 17 ans qui sert justement de tremplin pour les joueuses qui quittent les classes sportives vers les sélections de catégorie d'âge, notamment les U17, les U20 et même les seniors. Parlons des seniors, elles ont livré un match amical face à la sélection du Cameroun qui s'apprête à participer à l'édition 2026 de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Ça sera également au Maroc. Eh bien, les Amazones ont été invitées pour un match amical par la sélection, par la Fédération camerounaise de football et bien entendu à Yaoundé. C'était une équipe composée majoritairement des joueuses U20 qui vont disputer la Coupe du Monde féminine U20 de Pologne 2026 que le sélectionneur Abdoulaye Zéro a aligné sur le terrain pour défier la sélection camerounaise de football qui s'apprête justement à les disputer et aller, pourquoi pas, à décrocher peut-être un sacre continental à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique des Nations féminine en terre marocaine. Et à l'arrivée, les Amazones se sont inclinés sur un score de 3-1, bien entendu,
au thème d'une rencontre âprement disputée. Eh bien, au lendemain de cette explication, les Amazones sont de retour au pays et les U20 se tournent d'ores et déjà vers la suite de la préparation du prochain mondial, celui de Pologne 2026. On va finir avec justement cette information au plan national, qui anime justement l'actualité au plan national depuis quelques heures déjà, depuis le 11 précisément, samedi pour être plus précis. Grand Popo accueille l'édition 2026 du championnat national scolaire. Les jeunes athlètes, pour ne pas dire les élèves athlètes, ont renoué avec la compétition sur les installations du stade omnisport de Grand Popo autour de 5 disciplines sportives: le football, le basketball, le handball, le volleyball et l'athlétisme. Et pour l'heure, pour les 2 premières journées de compétition, ce sont justement les 4 premières disciplines qui sont au programme. Mais ce qu'il convient aussi de retenir, c'est que pour le compte de cette édition, l'une des innovations, c'est justement ces différents athlètes qui bénéficient des paires justement de chaussures adaptées à leur discipline respective pour participer à cette compétition. Vous allez le voir sur les images, que ce soit au football, au basketball, au volleyball, au handball ou encore en athlétisme. Les différents athlètes ont eu droit à des chaussures adaptées à chacune de leurs disciplines. Une nouvelle initiative du ministère des Sports et de l'Engagement civique à travers l'Office béninois du sport scolaire qui marque un tournant dans l'histoire du sport scolaire béninois. Elle répond justement à une préoccupation de longue date en mettant fin aux difficultés rencontrées le plus souvent par de nombreux élèves autrefois contraints de participer avec des chaussures inadaptées ou bien entendu de participer à pieds nus à la compétition. Et on va s'intéresser maintenant aux différents résultats très rapidement. On va faire justement bien entendu un bref tableau des différents résultats au football pour le compte de la deuxième journée, notamment sur le tableau féminin. Le CGD Abomey Calavi et le CG3 Lokossa se sont neutralisés au bout d'un score nul et vierge. On parle là des résultats. Le CG Agboro et le CG Corvette se sont livrés à un duel très intensif. Victoire arrivée pour le CG Agboro 6-0, 1-0 pour la victoire du CG Agboku devant l'équipe du CG3 Dogbo. Le CG Kobli s'est imposé par 6-0 au collège Pombéger. Chez les garçons, 2-0 pour la victoire du CG Sompérécourt et le CG Dorcor devant l'équipe du CG 1 Ikmile et du CG Les Pilons. 0-0 entre le CG 1 Boycon et le CG 1 Baté. Voilà donc pour le football. Au niveau du basketball, 2 rencontres ont meublé la journée de ce dimanche. Le CG 1 Natitengu 7 incliné 21-31 devant le CG 1 Ouessé et puis le CG Torpadoma 7 incliné 9-21 devant le CG 1 Lokossa. Au niveau du handball, 4 rencontres étaient au programme ce dimanche. 29-20 pour la victoire du CG Littoral devant le CG Zongo. Le CG Ifrain 7 incliné 20-22 devant le CG 1 Didja. Le CG Gorgouno 7 imposé 32-23 devant le CG Kokotoma. 21-27 pour la victoire du CG 1 Basila devant le CG 1 Komei. Pour ce qui concerne le volleyball, pour finir, beaucoup de rencontres se sont déroulées ce dimanche au cours donc de la deuxième journée de cette édition 2026, cette 6e édition précisément. Entre autres, victoire de 7-0 pour le CG de Kandi devant le CG à Promisrité et bien entendu un peu comme pour le CG 1 Penko devant le CG d'Antokwa. Et puis au niveau des filles, victoire de 7-1 pour le CG Natitengu devant le CG Saint-Éclat. Tanguy, ce sera tout pour les sports ce matin. Merci Candy, très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va faire un tour à la régie. Le temps peut-être de vous faire voir le Bénin en 7 jours et d'installer aussi Franck Aounou pour le commentaire.